This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need like weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahamy, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui on va continuer un petit peu sur ce délire qu'est le monde de l'infiniment petit. Mais avant de rentrer un peu dans les détails de l'épisode d'aujourd'hui, on va reprendre un tout petit peu quelques informations supplémentaires troublantes qui commencent à toucher un peu à la philosophie, au questionnement des choses, pourquoi et comment, etc. Et aussi aux conséquences de notre vision de la réalité qui ne tombe pas très souvent sur le bon sens quotidien, mais qui trouble. Voilà. Alors, je vous avais parlé de la lumière étant une sorte de concept extrêmement curieux qui se contredit. C'est non seulement c'est une onde, mais en même temps c'est une particule. Alors je dis et, on peut dire ou onde ou particule, ou onde et particule, enfin bref, on en avait déjà parlé l'autre fois, comment se formait la lumière, comment apparaissaient les couleurs, etc. Or, la lumière, deux informations supplémentaires. La première, c'est que la lumière ou n'importe quelle onde électromagnétique, puisque la lumière est une onde électromagnétique, qui est une toute petite fourchette de longueur d'onde qui permet que ce soit visible par nos yeux. Mais il existe aussi des lumières non visibles par nos yeux, bon, enfin bref. Cette lumière, ou ces ondes électromagnétiques, se propagent à une vitesse hallucinante. Elle est de l'ordre de 300 000 km chaque seconde, c'est-à-dire 8 fois le tour de la Terre en une seconde à peu près. Et chose extrêmement curieuse avec cette vitesse de la lumière qui est extrêmement rapide, c'est qu'elle est constante quoi qu'il arrive. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, en disant simplement que si je suis immobile et que j'envoie un faisceau laser en face de moi, elle va à 300 000 km à la seconde. Mais si je suis dans un train ou dans un avion ultra rapide et que j'allume un faisceau laser face à moi, quelqu'un regardera et verra malgré tout la vitesse de la lumière toujours constante, quoi qu'il arrive. 300 000 km chaque seconde. Elle ne s'arrête jamais. Alors, par exemple, je vous avais dit que la lumière mettait 1 seconde pour parcourir la distance Terre-Lune. Elle mettait 8 minutes pour venir du Soleil. Elle mettait plus de 20 minutes pour aller vers les autres planètes, etc., etc. Des années-lumière, des milliers d'années-lumière. Enfin bref, ça c'est l'extrêmement lointain. Mais enfin, quoi qu'il arrive, même si elle est extrêmement rapide, elle n'est pas infinie. Ça veut dire simplement qu'elle ne voyage pas instantanément d'un point vers mes yeux. Ce qui fait que quand je regarde quelque chose, même si c'est pas très loin de moi, j'ai qu'une image du passé. Jamais je n'aurai une image du présent, puisque la lumière mettra toujours un tout petit temps pour arriver à mon œil. Alors ça me pose un problème par rapport à la notion de temps, du présent, du futur, du passé. En fait, le présent, quand est-ce que je m'en rends compte? Je m'en rends compte qu'à l'intérieur de mon cerveau. Dès que j'essaye d'avoir une information qui vient de l'extérieur de mon cerveau, c'est déjà une information du passé. Donc c'est extrêmement troublant de savoir que tout ce que je regarde autour de moi, c'est du passé. Même si c'est totalement insignifiant à notre échelle, et quand je regarde l'univers à grande échelle, je ne vois que du passé. Et plus c'est loin, plus c'est passé. Donc déjà, la notion de lumière est extrêmement troublante par rapport à notre notion de perception du temps. Et il est vrai que dans la théorie de la relativité restreinte,
La notion de temps est extrêmement curieuse, on en avait déjà parlé, elle n'est pas la même pour tout le monde, en fonction de la vitesse à laquelle on va. Voilà, c'est une conséquence de la relativité restreinte, et une autre conséquence de la relativité restreinte, c'est la fameuse et la plus connue de toutes les formules de physique que tout le monde a entendu parler, c'est E égale mc carré. E égale mc2. E, c'est de l'énergie. Égal, ça veut dire c'est pareil. M, c'est de la masse en kilos. Et C au carré, c'est la vitesse de la lumière au carré. Tiens, la vitesse de la lumière intervient encore là-dedans. C'est extrêmement curieux, c'est troublant. Alors, E égale mc2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie et la masse, c'est pareil, c'est égal, c'est la même chose. Alors, comment vérifier ces choses-là? Alors, la première, elle est très connue. Que la masse soit équivalente à de l'énergie, on le connaît depuis Hiroshima et Nagasaki, on connaît avec toutes les bombes atomiques qui ont explosé sur la planète Terre, quelques milligrammes de matière se transforment en énergie pure, en chaleur, etc. Donc en énergie pure. On s'en sert dans un truc beaucoup plus pacifique, c'est les centrales nucléaires qui permettent de transformer un petit peu de matière en énergie. On récupère cette énergie. Voilà, c'est une source d'énergie aussi. Donc ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. E égale mc2. C'est-à-dire que M, c'est pareil que de l'énergie. Mais alors, dans l'autre sens, il faudrait que ça marche. C'est-à-dire qu'il faudrait que de l'énergie devienne de la masse pour être sûr que cette formule soit cohérente. Alors pour ça, on a fait des expériences d'une façon assez étonnante depuis quand même plusieurs décennies. On a inventé des accélérateurs de particules. Alors qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de particules? Sans rentrer dans les détails, on projette des particules les unes contre les autres. Et on regarde les résultats. Alors bien sûr, on les fait aller à des vitesses extrêmement élevées pour qu'elles aient une énergie très grande. Alors une énergie cinétique. Alors, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? Bon, quand vous êtes en voiture et que vous êtes à 10 km à l'heure, voilà, tout va bien, la vitesse est constante, tout est bien, mais s'il y a un arbre devant vous, le choc de la voiture sur l'arbre va quand même faire pas mal de dégâts. Donc l'énergie cinétique de la voiture, là, vous la sentez. Si vous êtes à 100 km à l'heure, là, vous la sentez très fort et peut-être que vous n'allez pas la sentir très longtemps. Mais enfin, l'énergie cinétique vient de la vitesse à laquelle on va. Donc on voit des particules les unes contre les autres avec des énergies cinétiques très grandes, donc des vitesses très grandes. Et on fait en sorte qu'au moment du choc, on puisse regarder ce qui se passe. Donc on prend des photos, des fils, il y a tout un appareillage qui permet de voir un peu les dégâts. Et au moment du choc, on prend les photos et on regarde les débris. Première chose extrêmement curieuse que l'on s'aperçoit, c'est que la masse de tous les débris de ce choc est supérieure à la masse des deux objets qui étaient en collision l'un contre l'autre. Ça veut dire que c'est complètement dingue. Donc ça veut dire que de la matière est apparue, de la masse est apparue. Alors, c'était étonnant quand même de voir que deux billes que vous envoyez l'une contre l'autre, de 1 gramme, normalement, vous allez avoir 2 grammes de débris, point final, et on n'en parle plus. Eh bien non, là, dans ce cas-là, il y a apparition de matière. Alors, les mathématiques et les théories physiques qui permettent de comprendre un peu cette histoire, c'est que en regardant les trajectoires de ces petites particules qui sont apparues, on est capable de connaître toutes leurs caractéristiques, leur masse, leur vitesse, leur charge, positif, négatif, neutre. Bref, grâce à leur trajectoire, on peut connaître un paquet d'informations contenant ces particules. C'est comme ça qu'on a vu que la somme des débris était supérieure à la somme des masses des deux objets qui se collisionnaient frontalement. Alors déjà, donc, voici une preuve que de l'énergie pure, donc de l'énergie cinétique grâce à la vitesse des deux particules incidentes, de l'énergie apparaît de la matière. Alors, il y a eu une foison de particules nouvelles qui étaient extrêmement bizarres, mais qui avaient des durées de vie extrêmement courtes. Enfin, la preuve était là. De l'énergie pouvait se transformer en matière. La matière se transformait en énergie, etc. Donc, cette formule est parfaitement adaptée et vérifiée dans tous les sens. Mais enfin, ça veut dire quoi quand même que de l'énergie pure se transforme en matière? C'était quand même quelque chose d'assez troublant. De l'énergie se transforme en matière, c'est curieux.
Bon, l'autre chose qu'on a vue, qui était extrêmement troublante aussi, c'est qu'on a vu qu'il existait, par exemple, on voyait des électrons pas sortir, on voyait des protons, des neutrons, des particules dans tous les sens. Et là, on a découvert un truc vachement bizarre, c'est que on a découvert des électrons positifs. C'est-à-dire qu'ils avaient la même masse qu'un électron normal, que l'on a dans nos fils électriques et un peu partout dans ce qui nous concerne, mais en plus, c'était positif. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Or, la théorie de la mécanique quantique avec Paul Dirac avait déjà prédit l'existence de particules miroirs, on va dire, des particules existantes. Et les particules, alors, il existait, ils ont découvert, après expérimentalement, des anti-électrons, qu'on a appelés des positons ou des positrons, des antineutrons, des antiprotons, bref, à chaque particule, existait une sorte de particule miroir, exactement la même, mais avec une charge simplement différente. Et le truc le plus troublant aussi, c'est que lorsqu'une particule, un électron, rencontrait un positon ou un anti-électron, comme on veut, eh bien, ils disparaissaient tous les deux, ils s'annihilaient pour redonner de l'énergie. Donc, on était face à un nouveau concept. Il existe un monde, le nôtre, fait de particules. Et on ne comprend pas qu'il n'existe pas beaucoup d'antiparticules. Pourtant, on en voit quelquefois. On en voit, mais elles ont des durées de vie tellement courtes, parce que à chaque fois qu'elles apparaissent, elles se transforment en énergie pure dès qu'elles sont en collision avec une particule et elles disparaissent complètement. Donc c'est extrêmement curieux. On récapitule. De l'énergie pure peut se transformer en matière. Cette matière, de temps en temps, donne des particules et des antiparticules, image miroir, et dès que ces particules et antiparticules se rencontrent, elles s'annihilent à nouveau pour redonner de l'énergie pure. Alors ça laisse à réfléchir sur l'essence de l'univers, dans la matière qui nous entoure. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, un autre concept, toujours avec cette notion d'antimatière, c'est extrêmement curieux. Alors on va faire une petite expérience de pensée, légèrement science-fictionnesque, mais enfin réelle dans une certaine mesure. Voilà, vous êtes sur Terre, et puis on a détecté un vaisseau spatial arrivant de très loin, qui se met à orbiter autour de la Terre, et on vous envoie pour aller discuter avec les extraterrestres qui y sont à l'intérieur de ce vaisseau spatial. Bon, très bien, vous arrivez pas très loin de son vaisseau spatial, et puis grâce à une technologie compliquée, et comme on est en science-fiction, tout va bien, vous arrivez à communiquer, il y a même des traducteurs, tout va bien, tout est parfait, vous arrivez à discuter. Bonjour, et comment allez-vous, etc. Nous sommes très ravis de vous rencontrer, mais voilà, nous avons une tradition sur Terre, c'est que dès que l'on se rencontre, on se tend la main droite et on se serre la main droite. Donc, pour garder ce rituel, nous allons faire de la même manière. Alors, l'extraterrestre dit, bien joli tout ça, mais qu'est-ce que c'est que la main droite? Qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche? Alors oui, bon alors, comment êtes-vous? Nous sommes humaniformes comme vous, tout va bien, nous sommes des êtres, disons presque symétriques. On a 2 jambes, 2 bras, 2 trous de nez, 2 yeux, 2 oreilles. Donc voilà, mais il y en a un qui est à droite, l'un qui est à gauche, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche? Alors on va essayer de déterminer qu'est-ce que la droite et la gauche. Alors pour ça, déjà, on va faire quelques petites expériences de pensée que vous avez tous déjà fait. Lorsque vous êtes en tête-à-tête avec votre image dans un miroir, alors déjà, c'est extrêmement intéressant parce que dès qu'on se regarde, on a l'habitude de se voir à travers un miroir. On ne se voit pas beaucoup en photo ou en vidéo. Et dès qu'on se voit en photo ou vidéo par rapport à l'image du miroir, on est un peu troublé parce que c'est pas tout à fait pareil. On n'est pas parfaitement symétrique. Il y a une très légère dissymétrie, mais d'une façon générale. Alors on vous dit, voilà, eh bien, ma droite, moi, et ma gauche, et bien pour vous donner un exemple, j'ai mon cœur qui est à gauche. Ah oui, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que c'est que la gauche? Alors pour ça, quand vous êtes face à votre miroir, l'image en face de vous, vous allez lui faire quelques expériences. En fait, en gros, vous allez vous lever votre main droite. Et vous allez voir que la personne en face, si vous mettez à sa place, et c'est sa main gauche qu'il soulève. Alors que si vous êtes face à face avec quelqu'un en réel, pas dans un miroir, s'il lève la main droite, vous levez la main droite et c'est complètement opposé. Bon, très bien, bon, ça va être difficile de déterminer qu'est-ce que c'est que la droite et la gauche avec ça.
Alors, vous avez peut-être aussi déjà fait un truc marrant, c'est que essayez face à votre miroir de faire un cercle avec votre main dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites votre cercle dans le sens des aiguilles d'une montre et vous vous projetez dans le cerveau de la personne en face, c'est-à-dire de vous, virtuel en face. Eh bien, vous allez vous apercevoir que lui fait un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là encore, c'est extrêmement difficile de voir comment peut être la droite et la gauche de cette manière-là. Bon, il existe encore une solution. On a découvert dans certaines expériences de physique nucléaire, avec des particules et des antiparticules, vous vous rappelez, on avait parlé du spin. Le spin, c'est une sorte, je prends le mot, tant pis, c'est une sorte de rotation dans un sens ou dans l'autre. On va dire que, voilà, on a un spin dans un sens ou dans l'autre. Hein, c'est-à-dire ça tourne d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, ça ne tourne pas vraiment. Mais essayons d'imaginer que ça tourne. On a fait des expériences donc avec des particules et des antiparticules, et on a vu que dans certaines expériences, il y avait une violation de la symétrie, une sorte de symétrie dans le miroir. Bon, vous expliquez ça à l'extraterrestre qui est dans son vaisseau spatial, et vous lui dites de faire la même expérience pour pouvoir déterminer qu'est-ce que la droite et la gauche. De cette manière-là, peut-être qu'il y aurait une solution pour enfin déterminer la droite et la gauche d'une façon formelle. Bon, très bien, il fait la même expérience, il comprend ce que vous essayez de lui dire, et puis donc vous sortez tous les deux de votre vaisseau spatial dans votre combinaison, vous flottez et vous vous approchez. Et là, vous tendez la main droite, vous apercevez au stupeur que c'est sa main gauche qui le tend. Alors là, vous avez tout intérêt à filer d'urgence, parce que ça veut dire qu'il est fait d'antimatière. Or, si cette personne est faite de 100 kg d'antimatière et vous de 100 kg de matière, le choc va être tellement violent que vous risquez de mettre en péril quasiment toute votre planète. La puissance dégagée par cette énergie de contact entre matière et antimatière sera tellement puissante qu'elle sera sans doute fatale. Donc voilà un petit peu la curiosité de la matière et de l'antimatière. Alors, mais où se situe cette matière et cette antimatière? Alors, on ne sait pas. Je crois que on va pouvoir en parler dans le prochain épisode, car dans le prochain épisode, il y aura peut-être un peu plus de philosophie, c'est-à-dire de questionnement fondamental. Rappelez-vous le titre de la première partie de ces émissions. La première partie disait « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Or, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de qu'est-ce que c'est que quelque chose, c'est-à-dire de quoi est faite la matière, comment sont faites les étoiles, comment sont faites... bref, comment est fait l'univers entier. Et à partir de là, on va pouvoir maintenant attaquer la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que rien? Et là, ça risque d'être extrêmement troublant. Avant de terminer cette émission, je voulais remercier Ludivine pour son dernier commentaire sur notre podcast. Je cite « Merci, je n'en rate aucun, je me connecte 10 fois par mois pour savoir si l'épisode est sorti. Merci pour tout ce que vous faites, c'est passionnant. Vous éveillez notre curiosité et notre compréhension du monde. Poussière d'étoiles est mon podcast favori. » Eh bien sache, Ludivine, que ton commentaire a fait très plaisir à moi et à Willy. C'est toujours gratifiant de savoir que quelque part, on a réussi à éveiller la curiosité des gens ou à leur faire voir tout simplement le monde sous un angle différent. Ton commentaire me permet également de revenir sur le fait qu'effectivement, Poussière d'étoiles est une émission mensuelle, c'est peut-être un peu long, mais comme vous le savez peut-être, nous ne sommes que deux, moi et Willy, à imaginer les concepts des émissions, les tourner, les monter, etc. Aussi, nous préférons donc la qualité à la quantité, dirons-nous. Mais si, comme Ludivine, vous êtes vraiment trop impatient, eh bien, je vous invite à aller écouter notre seconde émission, Mais à quoi ça sert, qui sort en décalé, généralement avec 15 jours d'avance sur Poussière d'étoiles, et qui vous permettra de patienter tranquillement, tout en retrouvant Willy, qui nous expliquera d'où viennent certaines des plus grandes inventions de notre monde moderne, et quelles ont été les recherches et les découvertes scientifiques qui en ont permis leur création. Voilà, c'est tout. Je vous dis donc à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mais à quoi ça sert, et puis à dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.